Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelques lectures que j'ai faites cet été. C'est pas forcément des livres auxquels je vais consacrer une vidéo entière, parce qu'il n'y a pas forcément matière, mais c'est quand même des choses qui m'ont plus ou moins plu et je me suis dit que ça pouvait toujours être utile pour vous d'avoir un avis sur ces livres-là. Parmi les lectures en question, il y a 2 romans et 3 lectures graphiques et je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Mes vrais enfants de Jo Walton. Jo Walton qui est une auteure, autrice américaine. C'est un livre qui est publié chez la collection Folio SF. Et le pitch m'avait franchement bien accroché. On vous explique que vous allez suivre l'histoire de Patricia, une dame qui aujourd'hui est âgée, qui est en maison de retraite et qui, de façon assez inexplicable, se souvient non pas de sa vie, mais de 2 vies. Et elle est incapable de savoir laquelle a vraiment été la sienne. Le roman est assez original puisque on commence assez classiquement par des bribes de l'enfance de Patricia et ensuite en fait à partir d'une date, d'un moment très précis, d'un choix qu'elle a fait dans sa vie, et là le roman en fait va bifurquer et pour la même temporalité on va avoir en fait 2 chapitres, un chapitre qui va vous raconter sa vie numéro 1 et un autre chapitre qui va vous parler de sa vie numéro 2. Ce qui va en fait vous permettre de comparer et de voir les façons différentes dont elle évolue en fonction des choix qu'elle fait dans ces 2 destinées différentes. C'est difficile de dire ce que j'ai pensé de ce livre. Dans l'ensemble, il m'a plu. L'écriture est très belle, très émouvante, notamment dans la relation que développe Patricia avec ses enfants. Puisqu'en fait, dans une vie, elle a eu 5 enfants et dans l'autre vie, elle n'en a eu que 3 et ce ne sont pas du tout les mêmes. Patricia, il lui arrive plein de choses. Elle est confrontée à des choix qui sont, je pense, des choix, des sujets auxquels n'importe quelle femme doit faire face à un moment dans sa vie. C'est vraiment un livre qui est une remise en question de la famille et le couple dans la vision traditionnelle qu'on peut en avoir. Une grande place qui est donnée aux difficultés que peuvent rencontrer les homosexuels par exemple, à la difficulté de ce que c'est que de devoir élever un enfant, d'être une femme, enfin voilà. À ce titre-là, ça m'a beaucoup plu. Par contre, en fait, c'est pas assez science-fiction pour moi. En fait, c'est quand même publié donc dans la collection Folio SF et oui, il y a une forme d'imaginaire avec ces 2 vies différentes qu'a pu avoir Patricia. Mais en fait, le monde de Patricia, c'est globalement le monde qu'on connaît. Elle est née en 1926 et ça suit sa vie pas tout à fait jusqu'à notre époque, mais presque. Dans la 2e réalité, en fait, il y a un tout petit peu de science-fiction. Les relations internationales se sont envenimées au point qu'on en est venu à utiliser l'arme nucléaire un petit peu plus que ce que nous on connaît. Voilà, mais en fait ça s'arrête là. C'est un petit peu en demi-teinte. Très bon livre en fait si vous recherchez quelque chose qui, comme je vous disais, interroge le modèle traditionnel de la famille et du couple. Mais si vous êtes vraiment très branché science-fiction, je pense que ça vous fera un petit peu le même effet que moi et pas sûr que ça va vous plaire. Voilà. Le 2e livre dont je voulais vous parler, il s'agit des Délices de Tokyo de Durian Sukegawa. On sort un petit peu du cadre de la littérature de l'imaginaire, mais je pense que je suis pas la seule à apprécier le Japon et son ambiance. Du coup, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Ce petit roman très court nous raconte l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune japonais qui travaille dans une boutique de dorayaki à Tokyo.
Les dorayaki, ce sont des gourmandises sucrées, des sortes de pancakes qui sont fourrés à la pâte de haricots rouges. Un jour, ce jeune homme va faire une rencontre assez particulière puisque il va en fait apercevoir une vieille dame devant son magasin et cette vieille dame va le supplier à tout prix de la laisser travailler dans sa boutique. Notre héros Sentaro va accepter et va très rapidement se rendre compte que cette grand-mère est terriblement douée pour confectionner ces petites pâtisseries. Lui faisait ça un petit peu en tant que gagne-pain sans grande conviction, mais elle va vraiment lui transmettre la passion en fait de la confection des dorayaki. Il va se passer d'autres choses dans la suite du roman, d'ailleurs ça va prendre un tournant auquel on ne s'attend pas forcément. Je vais pas vous le cacher, il faut quand même un petit peu préparer les mouchoirs parce que il y a certains moments qui vont être franchement assez tristes, mais du coup beaucoup de moments aussi qui vont être très touchants. La relation qui se construit entre ce jeune homme et cette vieille femme et franchement nous met le sourire aux lèvres, la complicité qui se développe autour de finalement cette occupation commune, franchement c'est juste hyper touchant. Globalement ce roman c'est vraiment une petite douceur. J'ai beaucoup aimé les passages qui sont consacrés vraiment à la préparation des dorayaki et comment on nous décrit, on nous donne les détails de la recette. C'est assez marrant d'ailleurs parce que j'ai pas mal voyagé en Asie et j'ai eu l'occasion de manger, alors pas des dorayaki mais des desserts à la pâte de haricots rouges et en fait il faut savoir que j'aime pas du tout ça. Je me rappelle tout début des premières fois où j'ai été en Chine, en fait vous avez des pâtisseries qui imitent un petit peu les pâtisseries qu'on peut trouver en France ou en Europe et puis je voyais un gâteau et je me disais ah, c'est au chocolat et puis tu mords dedans et là oh ça a la pâte de haricots rouges. Et franchement pour vous dire malgré ça ce livre il m'a donné faim. Franchement je me suis dit que c'était pas possible, que j'avais dû manger des desserts à base de pâte de haricots rouges industriels et que il fallait absolument que je découvre un vrai dorayaki. Tout ça pour vous dire que si jamais vous êtes gourmand, ça risque de parler à votre petit cœur et à votre estomac, peut-être un peu trop même. On passe aux lectures graphiques avec le tome 2 de Monstress. Monstress, c'est une série que j'adore, ne serait-ce que pour sa magnificence graphique. Je pense que là, vous voyez déjà la couverture et si je vous montre à l'intérieur, c'est du même acabit en fait. J'essaye de vous trouver une page. Regardez-moi ces artworks à la fin, regardez-moi ces dessins et ce trait, c'est juste sublime. Les dessins sont hyper fins, hyper détaillés, hyper ornementés, les couleurs sont magnifiques. Vraiment c'est une BD qui est un bonheur pour les yeux. Monstress c'est une ambiance assez unique parce qu'en fait ça mélange un côté hyper mignon, hyper kawaii et un côté mais hyper violent et hyper trash. Cette BD vous raconte l'histoire en fait de la jeune fille qui est ici, qui s'appelle Maïka et qui a la particularité d'avoir un démon en fait qui est greffé en elle. Sa vie n'est franchement pas facile et elle va se lancer un petit peu dans une quête pour essayer de se dépêtrer de sa situation qui n'est pas évidente. Et du coup, le démon qui est à l'intérieur de Maïka, c'est pas franchement un pacifiste, hein. Et des fois, il sort et ça donne des scènes assez violentes, hein, je ne vous le cache pas. Et à côté de ça, Maïka est accompagnée d'une petite fille mi-humaine, mi-renarde, qui est absolument mais adorable, on dirait un petit chibi, et elle est toujours pleine de bons sentiments, toujours pleine de tendresse. Elle essaye toujours de tirer Maïka du côté bienveillant pour que elle ne se laisse
pas entraînée en fait par son côté démoniaque, et elle est trop choupie, mais il y a des moments où Maïka l'écoute, et puis il y a des moments où elle se fait un peu genre balayer d'un revers de main, mais alors sèchement, la pauvre. Et tout est un petit peu comme ça en fait dans l'univers. Vous avez différentes puissances qui sont plus ou moins tout le temps en train de se faire la guerre. Vous avez une forme de racisme, notamment envers des créatures qui sont hybrides et qui du coup sont pourchassées, traquées, utilisées pour des expériences. Enfin voilà, c'est vraiment pas un monde tendre, c'est un monde de complot, de guerre, de haine. Et encore une fois, à côté de ça, vous allez avoir des trucs trop mignons du genre parmi les peuples, vous avez un peuple, vous avez le peuple des chats qui sont un petit peu les sorciers du coin. Et voilà, et les chats, ils sont trop cute, trop mignons. Bref, franchement, j'adore cet univers parce qu'il est hyper particulier. Et par ailleurs, je tiens à souligner que j'ai été ravie par ma lecture du tome 2. J'avais trouvé le tome 1 un petit peu brouillon, que ce soit, enfin je me repérais pas trop, que ce soit dans l'univers ou dans le début de l'histoire de Maïka, mais là il n'y a plus aucun problème, les bases sont posées et c'est avec grand plaisir que j'ai lu ce tome 2. Le quatrième livre dont je voulais vous parler, il s'agit encore une fois d'un tome 2, puisque c'est le deuxième opus de Magus of the Library. C'est publié aux éditions Kiun et c'est de Mitsu Izumi. Il faut savoir que je lis pas énormément de mangas, notamment parce que je suis globalement très exigeante à la fois sur le dessin et sur l'aspect scénaristique. Je trouve qu'il y a parfois un peu de facilité et un peu de clichés, de déjà-vu entre les différentes séries de mangas qui peuvent être proposées. J'ai pas l'habitude aussi de lire des séries en cours parce que j'ai toujours peur de l'effet où ah ça y est, cette série fonctionne bien, du coup on va la continuer à l'infini et on perd en fait la cohérence scénaristique qu'on pourrait avoir dans une série courte et dont on avait posé les bases du début et de la fin à la base. Voilà, j'ai toujours un petit peu peur de ça, ce qui fait que j'ai souvent tendance à me tourner vers des mangas qui sont en fait des séries qui sont déjà finies, mais là j'ai craqué pour Magus of the Library parce que le pitch me tentait trop et que le dessin est franchement très soigné et très fin. Magus of the Library, très rapidement, ça raconte en fait l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un univers de fiction plutôt orienté fantasy. Ce petit garçon, c'est un petit peu le vilain petit canard et le souffre-douleur de tout son village parce qu'il est différent. Il a des oreilles pointues et que personne n'est comme ça et que voilà, mais il y a quelque chose qui fait qu'il garde le sourire, c'est qu'il adore lire. Il n'a qu'un rêve, c'est d'être recruté pour travailler dans la grande bibliothèque centrale du royaume qui recrute régulièrement des nouveaux venus qui vont être chargés en fait de s'occuper des livres, de faire en sorte qu'ils restent en bon état, mais aussi de faire en sorte que tout le monde ait accès à la lecture dans les différents villages du royaume. Au-delà de l'histoire qui est très mignonne, en fait franchement l'auteur a fait un réel effort de world building dans son manga, un vrai effort de construction de l'univers. Elle construit vraiment plein de mécanismes autour de cette idée que les livres ont une certaine place dans ce monde. Elle va construire toute une série de traditions autour de ça, et même il y a différentes régions, différents peuples avec chacun pareil leurs us et coutumes, et du coup ça donne en fait un contexte assez riche à l'histoire. On a envie de voyager avec le héros pour justement partir à l'aventure et découvrir ce monde. Tout ça pour vous dire que si vous aimez les univers un petit peu magiques, le dépaysement, si vous aimez les mangas et si vous êtes un amoureux de la lecture, franchement je pense que ce titre peut vous plaire. Pour finir, je vais vous parler encore une fois d'un manga, mais cette fois-ci dans un style assez différent, puisque le cinquième n'est autre que Blame.
Blame, c'est une série de mangas qui ne date pas d'hier, c'est même un classique. En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà lu cette série, mais j'ai décidé de la relire parce que franchement, j'ai tout oublié. Et en fait, récemment, j'ai un ami qui nous a fait jouer une partie de jeu de rôle dans un univers qu'il avait construit lui-même et qui était très fortement inspiré de celui de Blame. Et bah, ça m'a rappelé combien c'était génial et je me suis dit ça serait super de les relire. Et ça tombe bien puisqu'en fait les éditions Glénat ressortent ces très belles intégrales en grand format. Ça permet vraiment d'apprécier les dessins. Ceux et celles qui ne connaîtraient pas, Blame, c'est un manga assez spécial. C'est vraiment un manga où il va falloir vous laisser emporter par l'ambiance et par les dessins. Ça parle pas forcément beaucoup, il se passe pas forcément énormément de choses et vous allez pas forcément tout comprendre dès le début. En fait, on vous balance dans un univers sans vous en donner les clés et vous avez même un petit peu l'impression que le héros lui-même est un petit peu perdu. C'est vraiment un manga à ambiance en fait, une ambiance cyberpunk je dirais, avec un personnage qui va se retrouver à errer dans des décors totalement irréels, très métalliques, futuristes, avec des grands immeubles qui se dressent sur des hauteurs totalement vertigineuses et en même temps des immeubles qui sont complètement vides, inhabités. Le monde de Blame, c'est un monde où on ne sait pas pourquoi, mais il y a quasiment plus d'êtres humains ou de survivants. Il y a juste en fait ces kilomètres et ces kilomètres et ces kilomètres de villes et de structures métalliques froides et inhabitées. Et régulièrement dedans, les humains qui restent a priori se font attaquer par des espèces d'androïdes qui s'appellent les contre-mesures. Bref, c'est un univers assez ingrat. Du coup, on a ce sentiment bizarre à la fois de calme et d'hostilité latente et ce côté surtout totalement déshumanisé en fait de cet univers, ce qui fait qu'à chaque fois que notre personnage croise des survivants et qu'il y a des échanges en fait avec d'autres humains, on se sent mieux quoi, on se sent rassuré. Et en même temps on peut pas s'empêcher d'avoir une espèce de fascination pour ces décors de science-fiction qui sont absolument sublimes. L'auteur aime vraiment en fait justement faire des planches où il représente en fait son héros en tout petit au milieu justement de ce décor totalement écrasant et totalement vide. Franchement les planches sont absolument superbes. Je sais pas si je peux vous donner une idée là, si vous voyez quelque chose, mais vous voyez en fait là on voit vraiment ce personnage qui erre au milieu d'un paysage immense et totalement désert. Bref, Blame, je vous le conseille très fortement si vous aimez le cyberpunk, les ambiances à la Matrix ou même un petit peu le côté Blade Runner 2049, vous voyez, où vous avez comme ça, vous vous laissez porter, vous avez un personnage qui erre comme ça dans des décors totalement surréalistes. Et voilà, c'est terminé pour cette petite présentation de lecture estivale. Comme vous le voyez, il y avait pas mal de choses graphiques, mais en fait à côté de ça j'ai lu des romans un petit peu plus conséquents et du coup je trouve que les lectures graphiques ou justement les romans un petit peu plus courts, c'est un bon moyen en fait de faire une pause et de se détendre un petit peu au bord de la piscine par exemple. J'espère que ça vous a plu et qu'éventuellement ça vous a donné des idées. Si vous êtes encore en vacances, profitez du temps pour faire de belles lectures et si c'est la rentrée comme moi, courage. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!